Cette table ronde, conférence, on aura l'occasion de débattre du sujet, tout ce qui est hybride, électrique, et de faire un point sur ce que propose chaque constructeur, parce qu'on a les principaux constructeurs ici présents. Le thème donc, de la table ronde d'aujourd'hui, c'est donc l'hybride et l'électrique gaz. Quel véhicule choisir pour quel transport? On parle beaucoup de l'électrique pour l'urbain et le gaz plus pour tout ce qui est régional et également longue distance. Alors on verra, les avis sont partagés entre constructeurs, certains constructeurs. Je vais vous présenter donc les différents intervenants à cette table ronde. Donc Gilles Boster de Scania France. Nous avons Vincent Angelier de Mercedes. On a également Karine Forian de Renault Trucks, directeur donc stratégie énergie alternative, c'est ça, chez Renault Trucks. Clément Chandon d'Iveco France, Georges Lannes d'AF Truck France et Jean-Pierre Fantin, donc Volvo. Alors on va commencer par Karine Forian, donc directrice stratégie énergie et alternative, qui est arrivée, je crois, à ce poste il y a quelques mois, qui était ancienne chef des projets véhicules électriques chez Renault Trucks. Bonjour, alors, on va faire une présentation donc, de chaque constructeur. Ce que fait chaque constructeur, on le sait déjà, mais enfin revenir un petit peu sur les différents produits, parce qu'on était quand même pas mal dans des prototypes il y a quelques années. On est plus passé dans des phases tests et même de commercialisation donc, ces derniers temps, ces derniers mois. Karine Forian, donc on peut faire une présentation de ce que propose Renault Trucks, gaz, électrique. Allez-y. Bonjour à tous. Alors, j'ai eu le privilège d'avoir le droit à une slide. Voilà. Pour illustrer mon propos. Donc le slide que vous avez sous les yeux, ça décrit un peu la vision de Renault Trucks sur le développement des énergies alternatives selon les différents types de transport. Tout d'abord, on est convaincu pour tout ce qui est transport de longue distance que le diesel est et restera pour de nombreuses années encore l'énergie la plus efficace. Et c'est la raison pour laquelle on travaille, nous, chez Renault Trucks, à différents programmes qui visent à optimiser encore et toujours la consommation de carburant. On travaille sur l'optimisation des chaînes de traction conventionnelles. On travaille sur l'amélioration de l'aérodynamisme des ensembles routiers. On travaille sur tout ce qui est résistance au roulement et récupération d'énergie au freinage. Si on en vient au cœur de la discussion, pour tout ce qui est transport urbain et périurbain, nous avons affaire aujourd'hui à un environnement qui est de plus en plus contraint, avec une circulation de plus en plus dense et de plus en plus réglementée. Et nous pensons que c'est là que les solutions alternatives au diesel vont être amenées à prendre de plus en plus de place dans les années à venir. Alors, en ce qui concerne le transport urbain et périurbain, on croit que les solutions hybrides vont continuer à se développer dans les prochaines années, avec des niveaux d'hybridation plus ou moins complexes, des technologies d'hybridation qui peuvent être différentes, des modes full électriques qui peuvent être plus ou moins longs. Et donc, en tout cas, ça va continuer à se développer dans les prochaines années, et je reviendrai ensuite sur l'offre de Renault Trucks dans ce domaine. En ce qui concerne les véhicules au gaz, on pense également qu'il est important d'avoir une offre gaz dans notre portefeuille produit. On pense que le développement du gaz va s'accélérer dans les prochaines années, avec notamment le développement de la filière de méthanisation, qui devrait permettre de faire rouler des camions au biogaz, issus du traitement des ordures ménagères. On pense aussi que l'arrivée d'Euro 6 va réduire l'écart de prix entre les véhicules gaz d'aujourd'hui et les véhicules Euro 6 diesel de demain, et rendre peut-être plus attractif aussi des offres gaz. Et enfin, on pense aussi que le gaz est la seule alternative viable face au diesel pour tout ce qui est transport de longue distance, avec notamment le développement du gaz naturel liquéfié, même s'il reste encore à résoudre les problèmes d'approvisionnement, de réseau de distribution, partout en Europe, pour tout ce qui est gaz naturel liquéfié, et notamment le développement des Blue Corridors en Europe. Mais vous placez quand même le gaz aussi dans l'urbain? Dans l'urbain et dans le périurbain, tout à fait. Contrairement aux autres constructeurs, c'est plus dans les longues distances. On pense que, en tout cas, pour ce qui est la longue distance, c'est le diesel qui est le plus efficace, mais l'énergie alternative la plus crédible, c'est le gaz, et notamment le gaz naturel liquéfié. En ce qui concerne les biocarburants, alors nous on suit en fait la réglementation en cours, et notamment la réglementation en termes de taux d'incorporation des biocarburants. Donc aujourd'hui le B7, demain le B10, 12, peut-être le B30.
et peut-être l'arrivée des biocarburants de seconde génération. Enfin et surtout, on croit surtout beaucoup au développement du 100% électrique. Dès qu'il s'agit du transport urbain, vraiment le transport dans le centre-ville, avec des camions de plus petit tonnage qui émettent zéro émission, zéro nuisance sonore et qui sont parfaitement adaptés à la livraison des derniers kilomètres en ville. Alors nous, chez Renault Trucks, dans ce panorama général des énergies alternatives, on a une offre commerciale assez large dédiée aux énergies alternatives. On a une offre clean tech gaz depuis déjà de nombreuses années sur des segments plutôt 19-26 tonnes qui offrent des avantages environnementaux assez intéressants en termes de particules et de réduction de niveau sonore. On a une offre Ibris Clean Tech, Ibris Tech, donc basée sur une technologie hybride parallèle. Pareil, toujours sur les segments de 19-26 tonnes, qui permet jusqu'à 20% de réduction de consommation de carburant, et donc 20% de réduction de CO2 par la même. Et enfin, on a une offre aussi Clean Tech électrique, avec un Max-City électrique, 100% électrique, sur le segment du 3 tonnes 5, 4 tonnes 5, parfaitement donc adapté à la livraison dans les centres-villes denses et exigus. Voilà pour le panorama général. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir lors du débat. Je commence par les Suédois, les Allemands. On va faire Gilles Boster de Scania France. Alors on a à l'occasion de Solutrans cette année un beau plateau d'hybride. Scania n'y est pas. On peut commencer peut-être par ça. Oui. Non, en fait, parce qu'en préparant ce débat, donc on en parlait, pour Scania, l'hybride n'est pas viable, n'est pas fiable. Non, pas du tout. Non. Non, en fait, déjà, Scania, par rapport à ce que disait Karine, Scania est spécialisé dans la fabrication de camions de fort tonnage, donc au-dessus de 16 tonnes. Donc tout ce qui est petit camion en ville, ça, c'est quelque chose qui n'est pas de notre domaine. Deuxième point, c'est que dans tous les développements que Scania fait, on a une approche assez pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met une solution sur le marché à partir du moment où elle est relativement simple, elle est économiquement viable, et on a des frais de maintenance qui sont des frais de maintenance normaux. J'allais dire, on peut pas, il faut absolument pas dissocier l'idéalisme de la pertinence commerciale. On a des exploitants qui sont là, des clients, c'est un outil de travail, on ne peut pas sortir des usines à gaz. Cela dit, ça fait depuis à peu près 8 ans maintenant que Scania a lancé le programme de recherche. Il y a 30 ingénieurs qui travaillent en full-time sur l'hybride. Entre 2008 et 2010, il y a 6 véhicules hybrides qui ont été mis en test à la ville de Stockholm. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas mis de véhicules hybrides, c'est qu'on pense qu'on ne veut pas communiquer sur un projet sur lequel on travaille, on ne communique que sur des solutions qui sont aujourd'hui directement exploitables. Et c'est la solution que nous avions retenue avec un véhicule éthanol. Et la question que je me posais, Hervé, c'était de savoir pourquoi tu avais oublié dans le titre les véhicules éthanol. Oublié, on en parlera. On en reparlera, oui, tout à fait vendredi. Ouais. En fait, sur le stand Scania, nous présentons un véhicule à l'éthanol qui fonctionne avec de l'éthanol issu du marc de raisin et qui permet d'économiser 70% de CO2. Il faut savoir que cet éthanol a été testé depuis maintenant plus de 20 ans, et les Suédois, là-dessus, il faut reconnaître qu'ils ont une très grande longueur d'avance sur le respect de l'environnement. Et cet éthanol a été étudié, a été utilisé depuis plus de 20 ans. Il y a, sur la ville de Stockholm, c'est plus de 600 bus qui sont encore utilisés et qui fonctionnent à éthanol. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas présenté de véhicule hybride, même s'il existe, et qu'on a présenté plutôt une solution qui aujourd'hui se heurte simplement à une autorisation d'utiliser l'éthanol ED95, mais qui est tout à fait viable dans d'autres pays. Vincent Gélier pour Mercedes. Brève présentation de ce que propose Mercedes, la stratégie aussi. Bonjour. Chez Mercedes, quand on parle d'énergie alternative, nous ne discutons pas ou ne parlons pas uniquement hybride ou énergie alternative. On ressent toujours le débat en ce qui concerne émissions locales et émissions globales. Parce que quand on parle d'environnement, vous allez souvent entendre normes Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Quand est-ce que viendra Euro 6 ? Et est-ce qu'on sera capable, avec Euro 6, de réduire les émissions de CO2 ? L'engagement majeur et à très court terme est de faire en sorte que le camion devienne très propre et ne pollue plus.
C'est l'engagement que nous pouvons... la réponse s'appelle Euro 6 et nous sommes capables de fournir ce type de véhicule avec le nouvel Actros. Il faut savoir qu'entre un véhicule de norme Euro 0, qui n'était pas encore normé au début des années 90, et la norme Euro 6, on réduit par 1000 les NOx et les particules. Sur un véhicule Euro 6, qui sera obligatoire à partir de 2014, nous pourrons, avec un camion, dépolluer certaines villes fortement polluées avec les particules. Donc on va pouvoir clore, en tant que constructeur, vous, en tant que transporteur, le débat, le camion ne polluera plus sur une matière locale en ce qui concerne les particules et les émissions de NOx. La deuxième thématique, ou le deuxième chapeau concernant l'environnement, qui est un sujet moyen et long terme avec une problématique de réchauffement climatique, concerne les émissions de gaz à effet de serre, le CO2. J'aime toujours un petit peu faire un rappel. Comment est-ce qu'on peut réduire du CO2 ? Pour réduire du CO2, il faut réduire du carburant. Il y a une formule magique. Quand on consomme 1 litre de carburant, ça produit 2,64 kg de CO2. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes transporteur, votre plus gros poste de coût, c'est le carburant, 25% dans les longues distances. En distribution, c'est quasiment la même chose, et même sur des applications chantier, ça va correspondre à peu près à un quart de vos coûts. Et le camion est un outil de travail, c'est fait pour gagner de l'argent, et je ne parle pas uniquement en tant que Mercedes. Toute l'industrie du camion était capable, sur les 50 dernières années, avec vous, transporteurs, de réduire la consommation de carburant de l'ordre de 60 à 70%. Si on prend une augmentation de la capacité de transport, passer de 32 à 40 tonnes, limiter les retours à vide, on était de l'ordre dans les années 50 de 50 à 60%, nous sommes maintenant uniquement à 10% de retours à vide, l'optimisation logistique, et une réduction massive de la consommation de carburant sur les 50 dernières années de l'ordre de 30 à 40% sur tous les industriels. Quand on parle réduire consommation de carburant pour réduire en fait ces émissions de CO2, nous travaillons sur deux axes différents, et concernant la longue distance et les véhicules de distribution. Tout ce qui est application longue distance, nous ne pensons pas que la technologie hybride ou l'électrification ait un sens. Pour électrifier un véhicule longue distance, il faudra actuellement, sur les meilleures technologies batterie, à peu près 50 tonnes de batterie, donc vous auriez une charge utile négative. On travaille fortement sur l'amélioration de la chaîne climatique, intelligence du véhicule, optimisation aérodynamique. Nous sommes capables, avec notre nouvelle Actros, sur l'axe majeur trans-européen entre Rotterdam et Szczecin en Pologne, d'avoir une consommation spécifique comparée à la voiture du 1 litre au 100 par tonne-kilomètre. Nous consommons 25 litres avec un 40 tonnes, ce qui est très 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 faible. Le camion 1 litre est une réalité, alors que nos confrères au niveau de la voiture travaillent et en sont très très éloignés. Le deuxième aspect concerne toutes les applications de distribution, et il faut savoir que sur la distribution, c'est une thématique de start and stop, s'arrêter, essayer de récupérer en fait l'énergie au freinage. Depuis maintenant plus de 10 ans, nous offrons le start and stop de série en option sur la Tego. Nous sommes le seul constructeur au niveau industriel à avoir ce type d'option. Et nous travaillons de manière massive sur la technologie hybride pour faire un bond de 10 à 15% et puis plus dans le futur sur l'électrification des véhicules de distribution. Pour ça, nous avons une chance, c'est d'être un groupe de taille mondiale. Et il faut savoir que d'autres pays, en particulier le Japon, misent massivement sur ce type de technologie, offrent des subventions très très importantes au niveau des taxes, ce qui nous a permis de développer très tôt un centre de compétences mondial au niveau hybride sur le Japon, et avoir une offre produit, que ce soit pour le marché américain, le marché japonais, en termes de véhicules hybrides. Sur le marché japonais, nous avons déjà commercialisé plus de 1000 véhicules en hybride. Et ce qui nous a permis d'arriver très très tôt sur le marché européen, de développer avec la Tego en fait un produit abouti en série que nous avons commercialisé l'année dernière. Nous avons lancé la production en fin d'année dernière, gagné le Truck of the Year avec ce véhicule, et nous avons vendu plus de 100 véhicules en fait cette année, délivré 100 véhicules sur la Tego en technologie hybride dans plus de 10 pays européens.
Donc c'est notre réponse en fait locale à certaines applications locales. On va poursuivre tout à l'heure, mais on va continuer la présentation avec Clément Chandon d'Iveco. Lors d'une conférence hier, on a parlé de l'utilitaire comme formidable laboratoire pour tout ce qui était environnement, les forts tonnages aussi. Que présente Iveco et quelle est la stratégie en matière environnement, notamment d'Iveco aujourd'hui? Pour parler de laboratoire, je voudrais qu'on mette en avant un produit qui n'intéresse pas le public ici, mais qui est le vrai laboratoire des nouvelles technologies, c'est le bus. Le vrai laboratoire de l'hybride, des biocarburants, du gaz, c'est le bus, de l'éthanol, etc. Donc c'est ce véhicule-là qui est produit à des cadences assez faibles, qui est le plus innovant, et c'est lui qui a ouvert la route à tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Iveco, donc nous on est parmi les rares constructeurs qui sont absolument généralistes, puisque effectivement on démarre à 3 tonnes 3, on s'arrête au transport exceptionnel à 180 tonnes, on a des véhicules chantiers, on a des véhicules militaires et on est le deuxième constructeur européen Caribus. L'autre spécificité d'Iveco, c'est d'avoir mis l'environnement en tête de ses priorités depuis très longtemps et d'avoir développé des solutions propres dans tous les domaines. Dans le diesel, qu'on a contribué à faire évoluer sans doute le plus ces dernières années avec l'invention du Command Rail, qui est un brevet Fiat. Avoir été les premiers aussi à offrir une gamme de diesel dépassant Euro 5 dès 2009. À partir de mi-2009, toute la gamme Iveco était EEV. Dans le GNV, qui est notre spécialité au niveau européen, où on a 70% de part de marché. De la voiture particulière, donc de la Panda, de 900 kg jusqu'à 40-44 tonnes aujourd'hui, en passant bien sûr par les Caribus. À l'hybride, avec les premières commercialisations d'Eurocargo hybride en 2009. À l'électrique, avec les premières commercialisations également en 2009, sur la gamme Daily. Donc on a développé toutes ces technologies en parallèle. Et la différence aussi, c'est qu'on les a développées en propre. On les a fait exclusivement sur des technologies du groupe, parfois en commun avec l'automobile, et sans s'appuyer sur des partenaires extérieurs. Et ça, c'est important parce que, effectivement, comme disait Scania, il faut arriver avec des solutions qui sont prêtes techniquement, avec un réseau qui est prêt. Et c'est d'autant plus facile quand on maîtrise la chaîne de A jusqu'à Z. Donc on développe l'ensemble des technologies parce qu'effectivement, les missions sont différentes et les limites des technologies sont différentes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette présentation, je pense que ce sera l'objet du débat. Mais on a besoin de solutions variées pour des missions et des besoins variés. Mais avec toujours un point commun, d'essayer d'arriver à proposer quelque chose qui tienne la route sur le plan économique. Georges Lannes, DAF Truck France. Alors, on a l'hybride, le LF, en démonstration sur la piste hybride, justement. Tout à fait. Vous tournez davantage, vous ouvrez davantage, tournez davantage vers la distribution désormais, notamment avec la nouvelle version du LF hybride, pardon. Et du CS65 quelle est la stratégie de DAF Alors, Truck? DAF est tourné vers les forts tonnages. Et nous n'avons pas dans notre gamme une vocation de descendre dans les petits tonnages en dessous de, je dirais, de 12 tonnes. C'est pour ça que nous n'avons pas d'offre 100% électrique. Ça, c'est une chose claire. Nous avons eu des motorisations à gaz, puisque nous avons motorisé, nous avions 50 bus de la RATP à gaz. Et nous avons arrêté ces motorisations en l'an 2000. Donc c'est pas tout à fait d'hier, quand nous avons constaté que l'évolution des motorisations diesel allait avoir ce que nous voyons maintenant, c'est-à-dire atteindre des niveaux de dépollution qui n'étaient pas concevables dans les années 90, tout simplement. Puisque quand on voit la dépollution qui est faite avec un Euro 6, c'est tout simplement énorme et monstrueux. Et si toutes les phases des industriels avaient suivi les niveaux de dépollution qu'ont réussi à avoir les véhicules industriels, eh bien, on n'en serait certainement pas au niveau de pollution où on est actuellement. Au niveau de la pollution locale, avec un Euro 6, on aura donc quelque chose qui sera extrêmement performant.
Nous avons donc eu ces moteurs à gaz, nous avons arrêté. Nous travaillons bien entendu de façon constante à la fois sur les pollutions mais également sur la consommation. Et comme on l'a soulevé tout à l'heure, la production de CO2, ce n'est rien d'autre que la consommation de carburant. C'est une relation directe chimique de combinaison des atomes. Nous avons par contre une confiance et une volonté de développer l'hybride. Nous avons également notre maison mère qui est PACCAR, qui travaille énormément sur ce problème aux États-Unis sur les Kenworth et les Peterbilt. Et nous proposons donc notre véhicule hybride, le LF 12 tonnes, qui est donc destiné à la distribution urbaine. Alors pourquoi un hybride diesel électrique ? Tout simplement parce que comme cela, on résout le problème de l'autonomie tout en conservant la capacité des accès au niveau électrique au point de livraison finale, où là, il est nécessaire d'avoir une mobilité qui soit totalement écologique, sans émission de CO2. Ces véhicules-là sont présentés, là, puisque nous avons deux véhicules qui peuvent être essayés sur la piste. Et donc, voilà notre offre chez DAF, l'hybridation diesel électrique. Jean-Pierre Fantin, donc Volvo Truck. Ils ont tout dit déjà. Enfin, que propose Volvo? On va Alors, rentrer dans le vif du Volvo, sujet on après. travaille, alors si on parle de l'hybride tout de suite, on travaille depuis 85 sur l'hybride, avec plusieurs systèmes d'hybridation. Et depuis, disons, les années 2000, nous avons choisi l'hybride parallèle. Et là, on est en production depuis un an, après avoir fait énormément de tests, surtout en benne ordure et en distribution. Mais depuis un an, nous sommes en distribution. En ce qui concerne les autres fuels alternatifs, nous avions présenté à la presse et au public en 2007 7 fuels alternatifs. Nous en avons retenu 2 principalement. Le DME pour la Scandinavie, parce que le diméthyléther, c'était facile à mettre en place. Quand je dis facile à mettre en place, c'est toujours un problème de réseau de distribution. Sur la Scandinavie, parce que la Scandinavie, il y a on traite beaucoup de pâte à papier. Il y a cette liqueur noire de la pâte à papier qui ne servait à rien, qu'on peut utiliser pour créer du diméthyléther, c'est-à-dire du DME. Et en accord avec d'autres sociétés, dont Total, nous avons commencé à monter des stations, monter une usine à Pitea, monter des stations pour fabriquer du DME. Et puis la deuxième solution, qui est encore en test chez nous, c'est le dual fuel, avec un moteur diesel classique et une addition de GNL, de gaz liquéfié. C'est-à-dire qu'on injecte, pour allumer le carburant, on injecte 25% de diesel et on utilise, en roulant, 75% du gaz liquéfié. Ça, c'est en test. J'espère que dans le courant du deuxième semestre 2012, on pourra proposer ces produits à nos clients. Et ce produit est plus destiné au régional et à la longue distance. Parce que même s'il n'y a pas des stations de GNL partout, et je pense que les gens aussi bien de Gaz de France que dans les autres pays européens sont en train de travailler dessus pour mettre en place ces stations, nous pouvons rouler donc en GNL, mais si on n'a plus de GNL, on peut passer sur le diesel. Voilà, ça, ce sont les 3 principes. Alors, l'hybride, vous en avez un sur le parking, vous pouvez l'essayer. La différence qu'on a par rapport aux hybrides de nos collègues, c'est que nous, on peut rouler en électrique, normalement jusqu'à 30 à l'heure. Si on est en full électrique, on peut aller jusqu'à 50 à l'heure. Mais en ville, nous avons 0 émission et 0 bruit. C'est un peu l'avantage du véhicule hybride Volvo. Et bien sûr, on est en économie aux alentours de 20% sur un véhicule de distribution. Et sur un véhicule de benne à ordures, si cette benne à ordures est équipée d'un plug-in électrique, eh bien, on peut aller jusqu'à 30%. Les tests qu'on a fait dans la vallée de Chevreuse nous le prouvent. Merci pour cette présentation de véhicule. On va donc rentrer dans le vif du sujet du débat, puisque le thème était quel véhicule pour quel transport, entre l'hybride, l'électrique et puis le gaz et les autres produits alternatifs. Je vais commencer par Karine Forion. On va parler de l'électrique, puisqu'on a tendance à coller l'électrique plus
à l'urbain, et on va dire le gaz, je généralise, le gaz à longue distance. On peut repréciser, vous étiez responsable des projets électriques chez Renault Trucks. Vous êtes passé plus sur un ensemble aujourd'hui en termes de fonctions. L'électrique, on a résolu les problèmes de batterie, de coûts également aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux transporteurs? On est passé de la phase prototype à la phase plus test, commercialisation. Alors, d'abord, je voudrais rappeler que je partage ce que disait Iveco. Pour nous, il n'y a pas une solution unique face aux problèmes et aux défis environnementaux réglementaires de demain. Chaque technologie est adaptée plus ou moins au profil d'émission de nos clients. Donc, pour nous, encore une fois, il est important chez Renault Trucks d'avoir le bon camion au bon endroit, donc distance, ville, avec la bonne énergie. Pour revenir aux véhicules électriques, donc nous, on mise aussi beaucoup sur effectivement le véhicule 100% électrique. On évoque les problèmes d'autonomie sur ces véhicules-là, mais on se rend compte, quand on discute avec nos clients, que de plus en plus, ils ont pris conscience que de toute façon, si aujourd'hui, ils n'adoptaient pas des modes de transport propres, zéro émission, et surtout le bruit aussi, qui est une problématique importante et qui va croître demain dans les centres-villes, ils ne pourraient peut-être plus demain opérer dans les centres-villes et ne plus réaliser leur mission. Donc pour nous, il est important chez Renault Trucks d'avoir une offre 100% électrique pour justement répondre à ces problèmes de distribution dans les centres-villes et de livraison du dernier kilomètre en ville. Donc ces véhicules, donc le MaxCity électrique, que vous pouvez également essayer sur la Green Piste à l'extérieur. Donc c'est un véhicule qui est en commercialisation depuis le mois de juin. Vente ou location Alors le business model aujourd'hui, on propose en fait en location full service. Donc la location du châssis, des batteries et le contrat d'entretien et de maintenance globale qui va avec le véhicule sur une période de 48 mois. Ce qui permet justement d'avoir un peu l'offre tranquillité pour nos clients. On ne transfère aucune contrainte vis-à-vis de nos clients puisque tout est pris en charge, la maintenance et notamment les batteries. Vous évoquez la problématique des batteries. Donc le client n'a à se soucier de rien et donc s'il a le moindre problème, il se retourne vers son distributeur labellisé CleanTech parce que c'est aussi une chose qu'on a aussi développée autour des véhicules électriques, des véhicules hybrides. On a mis beaucoup d'énergie à mettre en conformité nos réseaux de distribution et de réparation pour qu'ils puissent être à même de réparer, de maintenir des véhicules électriques, d'avoir les habilitations nécessaires, d'avoir les outillages spécifiques utiles et d'avoir l'infrastructure atelier aussi prête pour accueillir des véhicules électriques et pour pouvoir intervenir sur tout ce qui est travaux sous tension autour des batteries. Et puis, enfin, pour répondre aussi à vos dernières questions au niveau des batteries, nous, on a réalisé un certain nombre de tests sur le choix de nos batteries. Donc aujourd'hui, on a des batteries lithium-ion, évidemment, mais phosphate de fer. Donc en fait, on sait que les batteries le risque lié aux batteries est inversement proportionnel à la performance. Enfin, plus les batteries sont performantes, plus les niveaux de sécurité sont risqués. Donc nous, on a plutôt opté pour des batteries qui n'ont pas forcément les meilleures performances du marché, mais qui garantissent un niveau de sécurité le plus optimal possible. On a réalisé toute une série de tests sur les modules, sur les stacks de batteries, donc des tests de perforation, de vieillissement, de surcharge. On a fait des crash tests et tous les tests qu'on a réalisés aujourd'hui prouvent qu'on a fait le bon choix en termes de chimie batterie et que les batteries qu'on a choisies sur notre véhicule électrique assurent un niveau de sécurité optimal. Concrètement, pour le transporteur, en autonomie électrique, alors, et en coût également en kilomètres donc en termes d'autonomie, donc on est sur un véhicule qui peut aller jusqu'à 100 km d'autonomie. Et quand je dis 100 km, c'est ce qu'on constate en conditions réelles d'exploitation chez les clients. C'est pas ce qu'on a en homologation, parce qu'il est homologué à 140 km. Mais aujourd'hui, ce que disent nos clients, c'est 100 km d'autonomie. Et alors, il y en a qui disent qu'effectivement, c'est peut-être un frein majeur pour nos clients. Nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas faire la même chose avec un véhicule électrique que ce qu'on fait avec un véhicule diesel et qu'il faut adapter les schémas logistiques pour qu'ils puissent être en adéquation avec les caractéristiques intrinsèques du véhicule et pas l'inverse. Ce n'est pas le véhicule qu'on colle à un schéma, c'est le schéma logistique qu'on adapte pour coller aux caractéristiques du véhicule électrique. Et finalement, une fois que nos clients ont compris et sont dans la logique de effectivement revoir leur schéma logistique pour la livraison des derniers kilomètres en ville,
l'autonomie, finalement, c'est plus une problématique auquel ils font face. Donc on s'adresse encore une fois à des clients qui ont cette capacité à adapter leur schéma logistique.